Mon mari a laissé sa maîtresse s'asseoir à l'avant et m'a dit de m'asseoir à l'arrière. Au lieu de subir en silence comme d'habitude, j'ai exigé qu'il arrête la voiture et je suis descendue en plein milieu de la rue. C'était la goutte de trop. Si je suis cette marque invisible, alors arrêtez la voiture. Je vais disparaître pour de bon. Attendez, ne partez pas. Isabelle Dubois avait passé des années assise à la place que d'autres lui désignaient, dans un coin des soirées, en marge des décisions, exclue des conversations importantes. Ce soir-là, en quittant un dîner dans le Marais, son mari, Marc Lefebvre, avait installé sa maîtresse à l'avant et ordonné à sa propre femme de monter à l'arrière, comme si ce n'était qu'une humiliation mineure de plus. Marc croyait qu'Isabelle rentrerait en silence, comme toujours. Mais au milieu de l'avenue Foch, elle demanda à descendre, et ce qui ressemblait à une scène de jalousie était, en vérité, le début d'une chute qu'il n'avait jamais imaginée. Si je suis si invisible, Marc, alors je vais disparaître pour de bon. La phrase sortit de la bouche d'Isabelle sans cri, sans tremblement, sans la théâtralité que Marc Lefebvre attendait d'une femme blessée. La berline noire était toujours garée devant le restaurant chic de Paris, avec le voiturier tenant la portière ouverte et Chloé Roussel déjà installée à l'avant, ajustant ses cheveux comme si cette place lui avait toujours appartenu. Marc tourna lentement son visage, irrité par le ton calme de sa femme. « Ne commence pas, Isabelle », marmonna-t-il en vérifiant la montre chère à son poignet. « Ce n'est qu'une place. » Chloé sourit, se regardant dans le rétroviseur de courtoisie. « Waouh, Marc, elle s'est vraiment vexée. Quelle réaction excessive. » Isabelle garda sa main sur la dragonne de son sac à main noir, qui contenait un portefeuille mince et rigide dont personne, sauf elle, ne connaissait le poids. « Ce n'est pas la place, dit-elle. Marc eut un petit rire. « Alors c'est quoi, le fait que je ne nourrisse pas ton drame ?» Chloé inclina la tête, feignant la douceur. « Isabelle va monter à l'arrière juste pour aujourd'hui. Nous sommes en retard. » Et ce fut dans cette phrase, dans ce surnom intime prononcé par une femme portant le parfum que Marc avait acheté avec la carte de crédit familiale, qu'Isabelle comprit que certaines morts ne font aucun bruit. Le chauffeur, Paul, garda les yeux fixés droit devant lui, entraîné depuis des années à ne pas voir ce qu'il voyait. L'avenue brillait sous les lumières des restaurants chics. De belles personnes sortaient en riant. Des agents de sécurité fermaient les portes. Des verres s'entrechoquaient encore derrière les fenêtres. Isabelle regarda Marc, espérant pour la dernière fois qu'il réaliserait la petite violence de ce geste. Il ouvrit la portière arrière avec impatience, comme quelqu'un ouvrant un coffre pour ranger quelque chose d'ennuyeux. « Monte, Isabelle. Je ne vais pas me disputer sur le trottoir. »« Tu veux vraiment que je monte à l'arrière ?» demanda-t-elle presque en un murmure. Marc serra la mâchoire. « Je veux que tu arrêtes d'agir comme une enfant. » Chloé tourna juste assez son visage pour montrer ses boucles d'oreilles en or, souriant à son propre reflet. « Chérie, laisse tomber. Elle a l'habitude de faire une scène quand elle n'est pas le centre de l'attention. » Isabelle sentit la phrase toucher une vieille blessure pleine d'anniversaire où elle était restée à table à servir les invités, de brunchs dominicaux en famille où Marc présentait des projets sans mentionner que les premières feuilles de calcul avaient été faites par elle. Des voyages où sa place était toujours celle qui restait. Elle monta dans la voiture, non par obéissance, mais pour confirmation. Lorsque la portière arrière se referma, le son étouffé les isola tous les trois dans une capsule de cuir, de parfums chers et de mensonges. Chloé tendit la main vers le tableau de bord et changea la musique sans demander la permission, choisissant une chanson bien trop douce pour la tension qui montait. Marc regarda dans le rétroviseur, croisa les yeux d'Isabelle, et détourna le regard avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. « Allons aux Pantouzes » ordonna-t-il au chauffeur. « Arrêtez d'abord à Opéra » dit Isabelle. Marc fronça les sourcils. « Quoi ?» Elle ajusta son manteau crème sur ses genoux, ses doigts touchant les coutures de son sac à main noir. « Je dois descendre en chemin. » Chloé rit, un rire léger et répété pour paraître supérieur. « Tu vas appeler un VTC au milieu de la nuit juste pour prouver quelque chose. » Marc ne tourna pas son corps. Il leva seulement une main en signe d'épuisement. « Isabelle, tu ne descends pas. Nous rentrons à la maison et demain tu pourras parler quand tu seras moins sensible. »
Elle regarda l'arrière de sa nuque, cette posture d'un homme habitué à être obéi même quand il avait tort. Tu parles encore comme si la maison était un endroit où j'ai le moindre désir de retourner. Pour la première fois, son silence dura une seconde de plus. La voiture traversa Paris avec la lenteur élégante des riches coincés dans le même trafic que tout le monde prétendait maîtriser. Les lumières de la ville coupaient le verre en traînées dorées, et Isabelle vit son reflet superposé au visage de Chloé dans le rétroviseur avant. La maîtresse avait 28 ans, une beauté calculée, des ongles impeccables, une voix douce quand il y avait un public, et venimeuse quand il n'y en avait pas. Marc l'avait rencontrée à un événement de lancement immobilier à La Défense, l'appelant consultante en images, puis une amie, puis une personne qui comprend mon moment. Isabelle n'avait jamais demandé quand elle était devenue plus que cela. Non pas qu'elle ne savait pas, mais parce qu'à un certain point, demander, c'est offrir à l'autre personne la chance de mentir une fois de plus. Le téléphone portable d'Isabelle vibra dans son sac à main. Sur l'écran, un court message d'Hélène Duval. C'est prêt. Elle verrouilla l'appareil avant que la lumière ne puisse révéler quoi que ce soit. Marc, à travers le rétroviseur, remarqua le mouvement. Qui était-ce ? Isabelle rangea son téléphone. Personne que tu aies jamais considéré important. Chloé fit un son moqueur. Waouh, quel mystère. Isabelle répondit sans la regarder. Un mystère, c'est quand quelqu'un ne sait pas. Toi, tu es juste en retard sur l'actualité. La phrase ne fut pas forte, mais elle changea la température dans la voiture. Chloé redressa sa colonne vertébrale, offensée non par l'insulte, mais par le manque de peur. Marc tourna son visage sur le côté. Fais attention à ce que tu dis. Isabelle s'appuya contre le siège arrière et un instant vit la scène comme si elle était en dehors de son propre corps. Le mari sur le siège avant, la maîtresse touchant son bras, la femme à l'arrière réfléchit en morceaux de verre. Combien de fois avait-elle accepté d'être un reflet ? La première année de mariage, Marc avait dit que c'était temporaire, qu'il devait maintenir certaines apparences devant sa mère, devant les investisseurs, devant les partenaires. La seconde, il commença à voyager sans prévenir. La troisième, Isabelle cessa d'être invitée aux réunions où ses propres actifs étaient cités comme la garantie morale de la famille Lefebvre. La quatrième, Chloé apparut. La cinquième, Marc ne cachait plus son manque absolu de honte. Tu as raison, Isabelle dit. Je devrais faire attention à ce que je dis. C'est pourquoi j'ai attendu si longtemps. Marc expira brusquement par le nez. Attendu quoi ? Pour me menacer. Elle regarda par la fenêtre alors que la voiture approchait du centre de Paris. Non, Marc. Pour m'assurer que je ne le regretterai pas. Le chauffeur tourna sur l'avenue Foch, où les immeubles illuminés ressemblaient à des tours de guet sur des vis se brisant discrètement. Il était presque minuit, mais Paris respirait encore à travers les klaxons, les motos, les phares et les pas pressés. Isabelle vit de l'autre côté de l'avenue la façade d'un immeuble commercial où une lumière restait allumée au 12e étage. Hélène était là. Le portefeuille serait également prêt. Le dépôt, le gel des actifs, les notifications, tout attendait un seul modèle. Marc reçut un appel de sa mère et le rejeta avec irritation. Chloé utilisa le geste pour toucher son genou. Chérie, ne la laisse pas gâcher la nuit. Tu as promis que nous irions à ton Pentouse. Ton Pentouse ? Isabelle faillit sourire. C'était impressionnant comme certaines personnes s'installaient dans les mensonges avant même de recevoir la clé. Marc murmura. Nous y allons. Puis il regarda de nouveau dans le rétroviseur. Et toi, Isabelle, tu vas arrêter ce théâtre. Demain nous déjeunons avec ma mère, et je ne veux pas une figure maussade. Isabelle inclina la tête. Ta mère sait que tu as mis ta maîtresse sur le siège avant et ta femme à l'arrière ? Chloé se hâta de parler. Ta femme sur le papier, n'est-ce pas ? Marc ne la corrigea pas. C'était le dernier détail dont Isabelle avait besoin. Elle ouvrit calmement son sac à main et sortit son téléphone portable. L'écran illumina ses doigts, bien trop fermes pour une femme soi-disant brisée. Marc remarqua cette fois avec plus d'attention. « Qu'est-ce que tu fais, Isabelle ?» Elle tapa juste un mot à Hélène. « Maintenant. »
Puis elle verrouilla l'écran. Chloé rit, mais il y avait une fêlure dans sa voix. Tu vas poster des citations vagues? Tu vas envoyer des mémos vocaux en pleurs à une amie? Isabelle leva les yeux et croisa son regard dans le miroir. Non, Chloé. Les citations vagues sont pour ceux qui veulent encore être compris. Marc tourna partiellement contre sa ceinture de sécurité, son corps retenu comme si même la voiture essayait de l'empêcher de faire face à la scène. Tu dépasses les bornes, dit-il. Isabelle répondit, j'ai passé des années à te laisser tracer les lignes. Aujourd'hui, je suis juste sortie du cadre. Paul ralentit à cause d'un feu de circulation. La lueur rouge tomba sur le tableau de bord, sur le visage de Marc, sur la bouche de Chloé, sur les mains d'Isabelle. C'est comme un avertissement, dit Marc durement. Paul, continuez de rouler. Isabelle se pencha en avant et parla avec une autorité que le chauffeur n'avait jamais entendue d'elle. Paul, arrêtez la voiture. L'homme hésita moins d'une seconde, mais cette seconde révéla tout l'empire de Marc. Tout le monde lui obéissait parce qu'il dépendait de lui, parce qu'ils avaient peur de lui, parce que c'était plus facile. Marc frappa sa main sur l'accoudoir. J'ai dit, continuez de rouler. Isabelle ne leva pas la voix, et je demande à descendre. Chloé se retourna enfin, abandonnant le masque. Tu vas vraiment faire ça en plein milieu de l'avenue Foch? Comme c'est ridicule. Isabelle ouvrit son sac à main et serra le portefeuille noir contre sa poitrine. Ce qui était ridicule, c'était de mettre tant de temps à comprendre qu'il n'y a pas de dignité à mendier une place à côté de quelqu'un qui tient à te mettre derrière lui. Marc regarda le portefeuille, et quelque chose en lui changea. Ce n'était pas encore de la culpabilité. C'était l'instinct d'une menace. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Elle lui fit face. Les choses que tu n'as jamais ouvertes parce que tu pensais que je ne savais pas lire ce que je signais. La voiture s'arrêta près du trottoir devant un immeuble commercial discret avec un poste de sécurité éclairé et un garde en costume sombre observant la rue. Marc enleva sa ceinture de sécurité. Isabelle, donne-moi ce dossier. Elle ouvrit la portière avant qu'il ne finisse la phrase. L'air de Paris s'engouffra, froid, mélangé au gaz d'échappement, au béton et à la liberté. Isabelle posa un pied sur le trottoir et sentit d'une manière absurde que son propre corps retrouvait son poids. Pendant des années, elle était devenue trop légère entre les mains des autres, poussée d'une pièce à l'autre, d'une excuse à l'autre, d'un silence à l'autre. Maintenant, serrant le portefeuille contre sa poitrine, elle était lourde, réelle. Marc sortit également de la voiture, irrité, sa veste de costume ouverte, il avait l'expression de quelqu'un qui croyait encore que marcher vite suffisait à reprendre le contrôle. Monte dans la voiture. Elle ferma soigneusement la portière arrière. Non. Chloé resta sur le siège avant mais baissa la vitre. Marc, laisse-la partir. Dans un petit moment, elle le regrettera et appellera. Isabelle regarda la maîtresse et pour la première fois cette nuit-là ressentit de la pitié. Pas une pitié douce, une pitié lucide. Chloé pensait avoir conquis le siège avant, mais ne réalisait pas qu'elle était assise à côté d'un homme incapable de reconnaître quelqu'un comme une personne une fois que cette personne cessait de le servir. Marc tendit la main. Tu vas me faire honte dans la rue? Isabelle répondit, non, je vais juste arrêter de cacher la honte que tu as construite à l'intérieur de notre maison. Il s'arrêta à quelques pas d'elle. Frappé non par la phrase, mais par le calme avec lequel elle fut prononcée. Autour d'eux, personne ne savait qui ils étaient. Un couple passa en hâte. Un livreur attendait le feu. Le garde de sécurité de l'immeuble observait discrètement. Sans public, Marc semblait plus petit. Lors des soirées, des brunchs, des réunions, il avait toujours quelqu'un à impressionner. Là, sous la lumière blanche d'un immeuble commercial, il n'y avait que la femme qu'il avait sous-estimée et le portefeuille qu'il commençait à craindre. Tu réagis de manière excessive à cause de Chloé, dit-il, essayant de transformer des années en simple jalousie. Isabelle secoua la tête. Chloé n'est que le nom le plus récent de ton mépris. Il déglutit difficilement. Tu veux de l'argent? C'est ça? Tu veux négocier? Cette fois, elle sourit. C'était un sourire petit, triste et définitif.
Tu penses encore que tout ce que j'ai perdu peut être acheté? Son téléphone portable vibra. Hélène Duval apparut sur l'écran. Isabelle répondit sans s'éloigner. Hélène, tu peux déposer. Marc perdit ses couleurs un instant. Déposer quoi? Isabelle garda les yeux sur lui en répondant à l'avocate. Oui. Le divorce et les notifications de gel des actifs aussi. Le mot divorce n'explosa pas. Il tomba lourdement. Marc regarda la voiture, Chloé, la rue comme s'il cherchait une issue qui n'impliquait pas d'admettre qu'il n'avait rien vu venir. Tu bluffes, dit-il. Mais sa voix n'avait plus la même fermeté. Isabelle raccrocha et rangea son téléphone. J'ai bluffé pendant des années quand je disais que tout allait bien. Chloé ouvrit la portière passager et sortit, tirant sa robe moulante vers le bas, ses talons frappant le pavé avec colère. Marc, tu vas la laisser te parler comme ça? Isabelle ne regarda pas Marc. Elle regarda Chloé. Tu voulais ma place. Commence par comprendre une chose. Il n'a jamais su quoi faire d'une femme qui ne rentrait pas dans les espaces qu'il choisissait. Chloé devint rouge. Tu as perdu, Isabelle. La femme prit une profonde inspiration comme quelqu'un écoutant un enfant répéter une phrase apprise par cœur. Non, j'ai juste cessé de concourir pour un prix qui me diminuait. Marc fit un pas en avant. Tu ne peux pas simplement mettre fin à un mariage en pleine rue. Isabelle pressa le portefeuille contre son corps. Je n'y ai pas mis fin là, maintenant. Tu y as mis fin chaque jour. Tu m'as mise à l'arrière et tu as appelé ça normal. Le garde de sécurité de l'immeuble s'approcha de la porte vitrée en reconnaissant Isabelle. Elle était déjà venue 3 fois ces derniers mois. Toujours en fin de journée, toujours en utilisant des noms discrets à la réception, toujours en marchant avec la posture de quelqu'un qui ne voulait pas encore tout détruire avant d'être absolument sûr. Lors de la première visite, elle pleura dans la salle de bain après avoir remis des documents. Lors de la seconde, elle entendit Hélène dire que les patients sans protection se transformaient en prison. Lors de la troisième, elle signa l'autorisation qui ne serait utilisée que lorsqu'elle déciderait que c'était la fin. Maintenant, la fin se tenait dans la rue, portant un parfum d'homme cher et la regardant comme si c'était la toute première fois. Marc baissa la voix. Isabelle, parlons à la maison. Elle répondit, la maison est l'endroit où je peux m'asseoir sans demander la permission. Il ferma les yeux une seconde, irrité par sa propre impuissance. Tu es cruel. Le mot la blessa presque, mais il arriva trop tard. Cruel, c'était toi qui m'as appris à disparaître et qui as eu peur quand j'ai appris à le faire. Chloé attrapa le bras de Marc. Allons-y. Elle veut juste de l'attention. Isabelle regarda cette main sur la veste de costume de son mari et ne ressentit pas de jalousie. Elle ressentit du soulagement. La jalousie serait encore une forme d'appartenance. La porte de l'immeuble s'ouvrit et Hélène Duval émergea dans le hall élégant et sérieux, tenant un dossier beige dans ses mains. Elle ne traversa pas le trottoir, ni ne dramatisa la scène. Elle attendit juste, donnant à Isabelle la dignité de s'éloigner seule. Marc vit l'avocate et comprit enfin qu'il avait été exclu de quelque chose. Pas d'une conversation, mais de toute une préparation. « Tu as planifié ça ?» demanda-t-il, sa voix maintenant basse, presque. Isabelle répondit. « Je me suis protégée. Il y a une différence. » Il regarda le portefeuille noir. « Depuis combien de temps ?» Elle pensa aux anniversaires oubliés, aux nuits où elle dînait seule, aux événements où Marc lui demandait d'arriver plus tard, aux photos où Chloé apparaissait souriante à côté de lui tandis qu'Isabelle était coupée par la légende. Assez longtemps pour ne plus avoir peur du jour où tu m'humilierais à nouveau. Marc tenta de lui toucher le bras, mais elle recula avant le contact. Le geste était petit, mais pour lui, dévastateur. Chloé le remarqua et pour la première fois regarda Marc, non pas comme un trophée, mais comme un risque. Marc, qu'est-ce qu'elle dit à propos d'un gel? Isabelle passa devant eux vers l'entrée du hall. Demandez-lui ce qui lui appartient réellement. Marc resta immobile comme si la phrase lui avait tiré le sol sous les pieds. Chloé se tourna vers lui avec les yeux plissés. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas.
Pas là. Pas sans se souvenir que le Pantouse du Marais avait été acheté avec des fonds protégés de la famille d'Isabelle, que la voiture utilisée cette nuit-là était liée à une structure d'actifs qu'il avait toujours traitée comme une extension de la sienne. Que la crédibilité de Lefebvre Développement venait du nom de famille silencieux de sa femme sur d'anciens contrats qu'il n'avait jamais pris la peine de lire jusqu'à la fin. Isabelle s'arrêta à la porte de l'immeuble et regarda une dernière fois la voiture. Le siège avant était vide, la porte maintenant ouverte, la musique jouant toujours doucement. Pendant des années, elle avait pensé qu'être choisie pour cette place prouverait quelque chose. Cette nuit-là, elle comprit qu'aucune place offerte par Marc ne valait plus que sa propre sortie. Hélène lui toucha légèrement l'épaule. « Tu es sûre ?» Isabelle respira. La douleur ne disparut pas. Elle cessa juste de donner les ordres. « Je le suis. » Puis elle entra dans l'immeuble sans regarder en arrière. Dehors, Marc l'attendait toujours. Il attendit 10 secondes, puis 30, puis une minute entière. Comme si le temps pouvait obéir au même ton que ses employés, sa famille et ses chauffeurs. Chloé parlait à côté de lui, mais sa voix semblait lointaine. « Marc, tu dois arranger ça. Elle ne peut rien geler, n'est-ce pas, Marc ?» Il fixa la porte vitrée où Isabelle avait disparu, et pour la première fois depuis des années, ne savait pas quel ordre donner. La ville continuait sa nuit indifférente. Un bus passa, une moto accéléra, le feu passa au vert. Paul, toujours dans la voiture, ne demanda pas s'il devait rouler. Marc fouilla dans sa poche, sortit son téléphone portable et trouva 10 nouveaux messages dans le groupe de discussion de la famille Lefebvre. Le premier venait de sa mère, disant qu'elle avait reçu une notification de l'avocate d'Isabelle. Le second venait du directeur financier de l'entreprise. « Nous devons parler d'urgence demain matin. » Le troisième venait d'un numéro inconnu. Il n'apportait qu'un avis formel. Marc lut le mot dissolution et goûta la saveur sèche de la peur. À l'intérieur de l'immeuble, dans l'ascenseur montant au 12e étage, Isabelle ferma les yeux un instant. Ce n'était pas encore une victoire. Non, ce n'était que la première minute d'une vie où personne d'autre ne déciderait où elle devait s'asseoir. Isabelle ne pleura pas dans l'ascenseur de l'immeuble commercial du centre de Paris. Le miroir étroit reflétait une femme pâle dans un manteau crème, serrant un portefeuille noir contre sa poitrine comme si elle tenait les dernières pièces intactes d'elle-même. Hélène Duval se tenait à ses côtés en silence, respectant le genre de douleur qui n'accepte pas le réconfort avant d'accepter sa propre vérité. Lorsque les portes s'ouvrirent au 12e étage, la réception était vide, illuminée par des lampes discrètes et la lueur froide des ordinateurs encore allumés. Il était presque minuit, mais le bureau semblait préparé pour une opération chirurgicale. Sur la table de la salle de conférence, il y avait des documents organisés, une tasse de café noir, l'ordinateur portable ouvert d'Hélène et une enveloppe avec le nom d'Isabelle Dubois en lettres sobres. « Nous pouvons encore attendre jusqu'à demain matin, » dit l'avocate, non pas comme un doute, mais comme une dernière opportunité de regret. Isabelle posa le portefeuille sur la table. « J'ai attendu 5 ans. » Hélène observa ses doigts lâcher la dragonne lentement comme si elle lâchait une corde. « Alors commençons. » Isabelle hocha la tête et seulement à ce moment-là, elle réalisa que sa main droite tremblait, non pas de peur, mais d'épuisement. Pendant qu'Hélène passait en revue l'autorisation, Isabelle s'approcha de la fenêtre. En bas, l'avenue restait animée, indifférente à la fin d'un mariage. Les phares sillonnaient la rue. Les gens traversaient les passages piétons en hâte. Les immeubles de verre reflétaient d'autres immeubles de verre comme si Paris était une ville faite de miroirs où personne ne voulait voir sa propre solitude. Son téléphone portable vibra pour la première fois. « Marc ?» Elle fixa l'écran jusqu'à ce que l'appel soit coupé. Il vibra de nouveau. « Marc ?» Puis un message texte. « Monte dans la voiture tout de suite. » Isabelle verrouilla l'écran sans répondre. Hélène, assise à la table, ne quitta pas les papiers des yeux. Il essaiera de présenter ta décision comme une impulsion. Puis il essaiera de la présenter comme de la jalousie. Puis comme un intérêt financier. Il est important que tu ne nourrisses pas ce récit. Isabelle laissa échapper un court souffle, presque un rire sans humour. Il a déjà commencé. L'avocate poussa le premier document en avant.
Ceci est la requête en divorce. Cet autre communique la révocation des autorisations administratives sur les actifs privés. Nous ne faisons rien au-delà de ce qui était déjà planifié et documenté. Isabelle lut la première ligne. Son nom y semblait étrange. Si formel, si entier, elle signa. Le stylo égratigna le papier avec un petit son définitif. Au rez-de-chaussée, Marc était toujours debout à côté de la voiture lorsqu'il reçut la première notification officielle sur son téléphone portable. Il ne la comprit pas immédiatement. Il y avait trop de mots, trop de jargon juridique, et il avait toujours méprisé ce qu'il considérait comme de la bureaucratie de coulisses. C'était le travail des assistants, des comptables, des avocats, des gens payés pour maintenir sa vie sans qu'il ait à se salir les mains avec les détails. Chloé tenta de lire par-dessus son épaule, impatiente. Qu'est-ce que c'est ? Elle a vraiment demandé le divorce ? Marc rangea son téléphone dans sa poche avec force. C'est une tactique de pression. Elle veut me faire peur, mais son visage disait le contraire. Paul le chauffeur resta à son siège, les mains sur le volant, faisant semblant de ne pas entendre. Chloé croisa les bras. Alors allons aux Pentouzes. Tu peux l'appeler de là, ou mieux encore, laisse-la dormir seule, et demain elle reviendra en suppliant. Marc regarda la porte de l'immeuble où Isabelle était entrée. La colère l'aida à respirer. Elle revient toujours. Il le dit comme si c'était une loi de la physique. Chloé sourit, retrouvant sa confiance. Alors viens, je ne vais pas rester sur le trottoir à cause d'un drame conjugal. Il monta dans la voiture, mais en s'asseyant, il remarqua le siège arrière vide dans le rétroviseur. Pour la première fois, le vide sembla plus grand que sa présence. Le trajet jusqu'aux Pentouzes du Marais fut court et lourd. Chloé parla presque tout le long. D'abord en se moquant d'Isabelle, puis en exigeant des garanties, puis en essayant de paraître compréhensive lorsqu'elle remarqua que Marc ne riait plus. Elle a toujours été froide avec moi, tu sais, dit-elle en lui touchant le bras. Je voulais juste que tu sois heureux sans cette énergie lourde dans la maison. Marc répondit par un vague bruit dans sa tête. Les images se mêlaient. Isabelle entrant dans l'immeuble. Hélène Duval attendant dans le hall. Le mot « gel » apparaissant dans le message. La phrase « Demandez-lui ce qui lui appartient réellement ». Il connaissait cet appartement comme il connaissait son propre reflet. Il y avait amené des partenaires pour boire, reçu des investisseurs, laissé Chloé dormir dans des draps italiens, tout en se disant qu'Isabelle ne s'en soucierait pas si elle ne savait pas. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'immeuble, le portier de nuit sortit de la guérite avec une expression inconfortable. « Bonsoir, monsieur Lefebvre. » Marc sortit, déjà agacé. « Ouvrez le garage. » Le portier déglutit difficilement. « Monsieur, il y a eu une mise à jour du registre d'accès il y a quelques minutes. Votre accès est temporairement suspendu jusqu'à confirmation par le propriétaire. » Chloé cligna des yeux. « Comment ça, propriétaire ?» Marc sentit le sang lui monter au visage. « Savez-vous à qui vous parlez, Robert ?» Le portier baissa les yeux. « Oui, monsieur, c'est pourquoi je vous informe avec respect. » La scène devant l'immeuble était plus humiliante pour Marc justement parce qu'elle était discrète. Il n'y avait pas de cris. Il n'y avait pas de caméra braquée sur eux. Il n'y avait pas d'audience autre que Chloé, Paul et un portier qui voulait disparaître à l'intérieur de son propre uniforme. L'immeuble avec sa façade élégante, son jardin vertical et son éclairage chaleureux à l'entrée resta impassible. Marc sortit son téléphone portable, appela le gérant de la copropriété et entendit l'appel se couper. Il rappela. Rien. Chloé recula d'un pas, son visage perdant son éclat triomphant. Marc, cet appartement est à son nom. Il se retourna avec impatience. Il est dans une fiducie familiale. Ce n'est pas si simple. Chloé rit, mais sans humour. Sa fiducie familiale. La question frappa sa fierté. Tu ne comprends pas ces choses-là. Elle plissa les yeux. Je comprends quand on me laisse sur le trottoir. Le portier tenta d'adoucir le coup. Monsieur, vous pouvez laisser un message ou attendre l'autorisation le matin.
Marc faillit exploser, mais il y avait quelque chose dans le mot « autorisation » qui le frappa directement. Toute sa vie, il avait autorisé. Il avait permis. Il avait choisi qui entrait, qui s'asseyait, qui restait. Maintenant, dans l'immeuble où il se sentait maître. C'était le nom d'Isabelle qui ouvrait ou fermait la porte. Au bureau d'Opéra, Isabelle reçut la confirmation du gérant de l'immeuble sans montrer de surprise. Hélène mit le téléphone sur haut-parleur juste assez pour qu'elle entende l'employé rapporter que le registre d'accès avait été mis à jour conformément aux documents déposés. « Merci, Rachel, dit Hélène. Gardez tout par écrit. » Lorsque l'appel se termina, Isabelle continua de fixer la table. La réaction qu'elle attendait d'elle-même était un plus grand soulagement, peut-être un sentiment de justice. Mais ce qui vint fut une tristesse profonde, presque physique. Cet appartement avait été choisi par elle avant que Marc ne transforme chaque recoin en une démonstration de pouvoir. Elle se souvint de la première fois qu'elle y était entrée, encore sans meubles, imaginant de petits dîners, des livres dans le salon, des dimanches matins avec un café lentement infusé. Marc parlait de recevoir des investisseurs. Sa mère parlait de la valorisation immobilière. Et peu à peu, la maison rêvée devint un décor pour des négociations. Hélène remarqua l'ombre sur son visage. « Tu veux mettre cette partie en pause ?» Isabelle secoua la tête. « Non, je suis juste en train d'enterrer une maison qui n'a jamais eu la chance d'exister. » L'avocate ferma un des dossiers. « Alors aujourd'hui, tu n'as pas perdu une maison. Tu as repris une clé. » Isabelle regarda de nouveau la fenêtre, et pour la première fois cette nuit-là, la phrase trouva sa place en elle. Marc finit par emmener Chloé dans un hôtel de luxe à Saint-Germain-des-Prés, ce qui ne fit qu'aggraver les choses. En chemin, elle ne le toucha plus, assise près de la fenêtre, son téléphone portable à la main, envoyant des messages rapides qu'il ne pouvait pas lire. En arrivant, elle refusa la suite plus petite offerte par la réception, et attendit que Marc s'en occupe avec la carte d'entreprise. La carte fut refusée à la première tentative. Le réceptionniste garda son sourire professionnel, ce sourire entraîné du service client à l'américaine, conçu pour protéger le client de sa propre honte. « Peut-être une autre carte, monsieur ?» Marc sentit Chloé le regarder. Il utilisa une carte personnelle qui passa, mais le mal était déjà fait. Dans l'ascenseur de l'hôtel, Chloé parla doucement. « Tu m'as dit qu'elle n'avait aucun contrôle sur quoi que ce soit. » Marc fixa les chiffres qui montaient. « J'ai dit qu'elle n'était pas impliquée. » Chloé tourna son visage vers lui. « C'est différent. » Il ne répondit pas parce que c'était Isabelle n'était pas impliquée parce qu'il l'avait repoussée ou parce qu'elle l'avait laissé croire cela. La seconde possibilité était insupportable. Dans la suite, Chloé retira ses boucles d'oreilles et les jeta sur le comptoir. « Je dois savoir exactement ce qui se passe. Je ne vais pas être entraînée dans une petite guerre conjugale. » Marc rit amèrement. « Tu étais très à l'aise quand tu pensais que c'était une victoire. » Elle répondit rapidement. « Et toi, tu étais très à l'aise quand tu pensais que ta femme était un meuble de luxe. » La phrase de Chloé aurait dû l'irriter venant d'elle, mais elle lui fit mal parce qu'elle sonnait juste. Marc alla à la fenêtre de la suite et vit Paris s'étendre en lumière froide. Il tenta d'appeler Isabelle une fois de plus. Boîte vocale. Il envoya un message. « Tu as dépassé les bornes. Demain nous parlerons calmement. » Il le supprima, en écrivit un autre. « Ne fais rien qui nous ruine tous les deux. » Il le supprima aussi. Finalement, il tapa « Réponds-moi » et envoya. Le message resta sans réponse. Dans le groupe de discussion de la famille Lefebvre, sa mère exigeait des explications. Son jeune frère envoyait des points d'interrogation. Le directeur financier de l'entreprise immobilière demanda une réunion urgente à 8 heures. Marc s'assit dans le fauteuil, le téléphone lourd dans sa main. Pour la première fois, il se souvint d'une nuit il y a 2 ans où Isabelle avait essayé de lui montrer une feuille de calcul concernant les protections d'actifs. Il était au téléphone avec un partenaire et avait dit sans la regarder, « Laisse ça aux gens qui s'y connaissent. » Elle ramassa les papiers en silence. À l'époque, son silence semblait un accord. Maintenant, il ressemblait à une archive.
Chloé sortit de la salle de bain, son maquillage parfait retiré, vêtue d'un peignoir d'hôtel. « Tu vas dormir ?» demanda-t-elle. Marc répondit non. Et ce fut la première réponse honnête qu'il donna cette nuit-là. Isabelle ne dormit pas non plus. Après avoir signé ce qui était nécessaire, elle déclina l'offre d'Hélène d'appeler une voiture et demanda seulement quelques minutes seule dans la salle de conférence. Elle s'assit devant la table vide, sortit une mince alliance de son sac à main et la plaça à côté du stylo. Ce n'était pas un geste théâtral. Personne ne filmait. Personne n'applaudirait. Elle avait juste besoin de voir le métal or de son doigt pour croire que sa peau était toujours la sienne. Son téléphone portable vibra avec le message de Marc. « Réponds-moi. » Isabelle le lut et ressentit une vieille envie d'expliquer, de justifier, d'adoucir le coup pour qu'il ne la déteste pas autant. C'était l'addiction la plus difficile à briser, protéger celui qui la blessait pour ne pas paraître cruel. Hélène revint avec une tasse de thé et vit l'écran allumé. « Tu n'as pas à répondre ce soir. » Isabelle sourit avec lassitude. « Je sais que le problème est de convaincre la partie de moi qui a passé des années à répondre avant même d'être appelée. » L'avocate s'assit en face d'elle. « Demain, il essaiera d'organiser une réunion. Peut-être qu'il utilisera sa mère. Peut-être l'entreprise. Tu dois décider quelle porte tu veux garder fermée. » Isabelle regarda l'alliance, la clé ultime qu'il utilisait pour entrer sans demander. Au matin, la nouvelle circulait déjà au sein de la famille Lefebvre avant même d'atteindre les journaux. Ce n'était pas une nouvelle publique. Pas encore. Mais les familles riches avaient leur propre système de fuite. Secrétaires, chauffeurs, gérants d'immeubles, assistants financiers, mères indignées et cousins qui feignaient la discrétion dans les groupes de discussion. Marc arriva au siège de Lefebvre Développement à La Défense, mal rasé et avec le regard dur de quelqu'un qui n'avait pas dormi. L'immeuble de verre reflétait un ciel gris, et le café servi à la réception avait le même goût amer que toujours, mais rien ne semblait suivre le rythme habituel. Son directeur financier, Grégoire, l'attendait dans le bureau avec un dossier ouvert. « Marc, nous avons reçu des notifications concernant 3 points sensibles, l'accès aux propriétés, l'utilisation des véhicules et la révision des garanties liées aux anciens contrats. » Marc jeta sa veste sur le dossier de la chaise. « Des garanties liées à quoi ?» Grégoire prit une profonde inspiration. « Aux actifs liés à Madame Isabelle. » Son nom prononcé dans cet environnement ressemblait à une invasion. Marc plissa les yeux. « Elle ne fait pas partie de l'entreprise. » Grégoire choisit ses mots avec soin. « Formellement, non. Mais certains instruments de fiducie utilisés dans les négociations familiales nécessitaient son consentement. Sans ce consentement, nous devons tout revoir. » Marc sentit une chaleur lui monter au cou. Pendant des années, il avait qualifié Isabelle d'absente. Maintenant, il découvrait que son absence soutenait les murs mêmes de la pièce où il donnait des ordres. L'appel de sa mère arriva avant qu'il ne puisse répondre. Éléonore Lefebvre ne demanda pas si c'était le bon moment. Elle ne demanda jamais. « Marc, quel genre d'embarras est-ce là ?» L'avocate d'Isabelle a envoyé un avis à la gestion du Penthouse. « Tu laisses ta femme agir comme une étrangère contre sa propre famille. » Marc ferma les yeux. « Mère, je m'en occupe. » À l'autre bout, sa voix était nette, élégante et cruelle dans les limites socialement acceptables. « Occupe-t'en vite et ne me dis pas que cela a quelque chose à voir avec cette fille. » Il regarda Grégoire, qui fit semblant d'analyser des papiers. « Chloé n'a rien à voir avec ça. » Éléonore laissa échapper un rire sec. « Les hommes disent toujours ça quand une femme a tout à y voir. » La phrase l'irrita parce qu'elle venait de quelqu'un qui avait passé des années à minimiser Isabelle, appelant sa discrétion, sa froideur, ses manières polies un manque de brio, son silence une faiblesse. « Tu ne l'as jamais aimée, » dit Marc. Éléonore répondit sans hésitation. « Mais je savais qu'elle avait une utilité. » Tu as apparemment même oublié cela. Le mot « utilité » le frappa étrangement. La veille, Isabelle n'avait pas demandé d'amour. Elle avait demandé à sortir de la voiture, peut-être parce qu'elle savait déjà que dans cette famille, l'amour passait toujours après la fonction.
Tard dans la matinée, Isabelle entra dans un café discret à Saint-Germain-des-Prés, vêtue d'un autre manteau, les cheveux relevés en arrière et le visage frais. Hélène l'accompagnait, mais resta à quelques pas derrière pour prendre un appel. La ville semblait cruellement normale. Des cadres parlaient fort au téléphone. Une femme lisait des messages en remuant son cappuccino. Deux jeunes hommes discutaient d'une présentation sur un ordinateur portable. Isabelle commanda un café noir et un croissant au beurre, comme elle le faisait les jours où elle avait besoin de se souvenir de quelque chose de simple. Avant de s'asseoir, elle vit dans le reflet de la vitre une version d'elle-même qui ne semblait ni victorieuse ni détruite. Elle semblait en transit. Hélène s'approcha avec une expression sérieuse. Il a demandé une réunion cet après-midi. Isabelle ne fut pas surprise. Avec moi, avec toi, avec moi et son avocat à l'entreprise. Isabelle passa son doigt le long du bord de la tasse. Dans son entreprise où il se sent plus grand. Hélène attendit. Tu veux refuser? Isabelle regarda la rue, les voitures coincées dans les embouteillages, les immeubles où tant de décisions étaient prises par des gens qui appelaient les sentiments une faiblesse jusqu'à ce qu'ils en soient vaincus. Non, j'irai. Hélène leva un sourcil. Isabelle termina sa pensée, mais pas pour négocier mon retour. Je vais lui rendre le portefeuille qu'il n'a jamais ouvert. À 15 heures, Marc était dans son bureau lorsque la réceptionniste annonça l'arrivée d'Isabelle. Il se leva trop vite et se détesta de l'avoir fait. Il ajusta sa veste, remit son visage en ordre et leur dit d'entrer. La porte s'ouvrit d'abord pour Hélène Duval, puis pour Isabelle. Elle ne portait pas de bijoux voyants. Elle n'avait pas de larmes. Elle ne ressemblait pas à une femme désespérée. Elle portait le même portefeuille noir. Marc vit cela et sentit la colère monter face à sa propre réaction. Tu aurais pu répondre à mes appels, dit-il avant même de la saluer. Isabelle regarda autour de la pièce, les diplômes, les maquettes architecturales, la vue sur la Défense, le bureau où il avait reçu tant de fois. Tout le monde sauf elle. J'aurais pu, mais hier tu m'as appris que je fonctionnais mieux en silence. Grégoire, présent à la demande de Marc, baissa les yeux. L'avocat de Marc se racla la gorge. Hélène resta impassible. Marc montra la chaise en face de son bureau. Assieds-toi. Isabelle ne bougea pas une seconde. Juste une seconde. Tout le monde comprit le poids de cette phrase. Assieds-toi. Comme s'il était encore celui qui attribuait les places. Elle tira ensuite la chaise mais ne s'assit pas. Elle posa le portefeuille sur son bureau et dit, « Aujourd'hui, Marc, tu vas lire avant d'envoyer quelqu'un à l'arrière. » La réunion n'eut pas de cri au début. Il y eut des documents, des clauses générales, des dates, des autorisations révoquées, et une sorte de gêne que les hommes habitués à gagner détestent parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leurs mains. Hélène expliqua qu'Isabelle ne cherchait pas à détruire l'entreprise, mais à protéger les actifs privés et à retirer son nom des opérations utilisées sans transparence émotionnelle ou matrimoniale. L'avocat de Marc tenta de soutenir que de telles mesures rapides pouvaient être considérées comme agressives. Isabelle répondit avant qu'Hélène ne puisse. Agressif, c'était d'utiliser ma stabilité pour soutenir des décisions dont j'étais exclue. Marc serra fermement son stylo. Tu n'as jamais demandé à participer. Isabelle le regarda et la douleur se manifesta non comme une faiblesse mais comme une preuve. J'ai demandé. La première année, tu as dit que c'était une affaire d'homme. La seconde, j'ai envoyé des rapports par email. Tu as répondu avec un emoji pouce levé. La troisième, ta mère a dit qu'une bonne épouse n'embarrasse pas son mari avec des chiffres. La quatrième, Chloé a commencé à apparaître lors d'événements où je n'étais pas invitée. La cinquième, tu m'as mise sur le siège arrière. Le silence après cela remplit toute la pièce. Marc ouvrit la bouche, mais aucune phrase ne sembla assez grande pour couvrir 5 ans. Ce fut Grégoire qui, accidentellement, fit la prochaine fissure. En feuilletant une copie des documents, il fronça les sourcils et dit, « Marc, je dois confirmer quelque chose. Chloé a-t-elle eu accès à ces informations ?» Marc se tourna vers lui. « Bien sûr que non. » Grégoire hésita.
Le fait est que des enquêtes internes sur l'immobilier et les garanties ont été faites il y a 2 semaines en utilisant un badge visiteur lié à votre liste d'invités. Isabelle resta parfaitement immobile. Hélène nota quelque chose. Marc sentit son estomac se nouer. C'est impossible. Mais un souvenir fit surface contre sa volonté. Chloé seule dans son bureau disant qu'elle attendrait pendant qu'il descendait pour une réunion rapide. Chloé tournant sur sa chaise. Chloé demandant avec une fausse décontraction pourquoi Isabelle apparaissait encore sur tant de documents si elle ne faisait rien. À l'époque, il pensait que c'était mignon. Maintenant son rire prenait un autre son. Isabelle remarqua le changement sur son visage. Elle ne célébra pas. Cela blessait peut-être plus. Tu n'as pas eu à me croire, dit-elle. Mais tu as choisi de croire quiconque confirmait la version où j'étais petite. Marc baissa les yeux sur le portefeuille ouvert. Pour la première fois, il le lut réellement. Quand Isabelle quitta l'entreprise, le ciel de Paris commençait à s'assombrir derrière les immeubles. Marc ne la raccompagna pas à l'ascenseur. Peut-être par fierté. Peut-être parce que ses jambes n'obéissaient pas. Hélène marchait à ses côtés en silence. Mais avant d'entrer dans l'ascenseur, Isabelle s'arrêta et regarda le couloir où les employés faisaient semblant de ne pas regarder. Elle ne ressentit pas de honte. Elle ressentit le poids d'être vue après tant de temps à être invisible. À l'intérieur du bureau, Marc resta assis, fixant le portefeuille noir comme si c'était un objet laissé par un étranger. Son téléphone portable vibra. Chloé. Il ne répondit pas. Il vibra de nouveau. Sa mère. Il ne répondit pas. La 3e fois, un message de Chloé apparut sur l'écran. Tu as arrangé ça? Puis-je revenir aux Pantouzes ce soir? Marc le lut. Et pour la première fois, la question lui sembla grotesque. Dehors, Isabelle monta dans l'ascenseur et Hélène demanda « Tu vas bien ?» Isabelle prit un moment pour répondre. Non. Les portes commencèrent à se fermer. Mais je suis entière. Et alors que l'ascenseur descendait la tour de verre de la Défense, elle comprit qu'elle n'avait pas besoin de revenir de la même manière pour prouver qu'elle avait survécu. Elle avait juste besoin de ne pas revenir au même endroit. Marc ne rentra pas chez lui cette nuit-là parce que pour la première fois, il ne savait plus quelle maison il pouvait encore appeler la sienne. Il resta tard dans son bureau chez Lefebvre Développement, le portefeuille noir ouvert sur le bureau et les lumières de Paris clignotant de l'autre côté de la vitre, comme si la ville se moquait de ses anciennes certitudes. Il lut des documents qu'il n'avait jamais eu la patience de lire, et chaque page semblait écrite dans une langue cruelle. Consentement, révocation, actifs privés, administration indirecte, autorisation matrimoniale, tout cela existait. Cela avait été sous son nez pendant des années pendant qu'il qualifiait Isabelle de distante. Grégoire partit après 20 heures, laissant un avertissement discret. Marc, nous devons gérer cela avec précaution. Ce n'est pas juste un divorce. C'est une question de confiance institutionnelle. Confiance. Le mot continuait de battre. À 21 heures, Chloé se présenta sans prévenir, vêtue d'une robe vert foncé et l'expression de quelqu'un venant réclamer une promesse. « Tu n'as pas répondu à mes appels, » dit-elle, entrant comme si elle avait encore droit à l'espace. Marc ferma brusquement le portefeuille. « Qui a autorisé ton entrée ?» Elle s'arrêta, surprise par son ton. « Tu l'autorises toujours. » Il réalisa trop tard à quel point cette phrase sonnait comme la clé de toutes ses erreurs. Chloé tenta de sourire, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Elle s'approcha du bureau, toucha la couverture du portefeuille noir et demanda « Elle a réussi à te faire peur avec des papiers ?» Marc tira le dossier hors de sa portée. Le geste était petit, mais Chloé le comprit. « Maintenant tu vas me traiter comme une intruse. » Il prit une profonde inspiration, trop fatigué pour la séduction, trop irrité pour la politesse. Tu as accédé à des informations sur l'immobilier et les actifs en utilisant un badge visiteur. La question la frappa au visage avant qu'elle ne puisse préparer une réponse. Chloé cligna des yeux, puis rit, offensée. Tu m'accuses parce que ta femme a décidé de jouer à l'avocate vindicative. Marc ne répondit pas et son silence fut pire.
Elle croisa les bras. Je voulais juste comprendre pourquoi son nom était sur tout. Tu n'arrêtais pas de dire qu'Isabelle ne faisait rien, mais tout dépendait d'elle. J'avais le droit de savoir dans quoi je m'engageais. Il leva les yeux. Un droit? Chloé se pencha en avant. Oui, tout à fait. Tu m'as entraîné dans cette histoire. Tu m'as emmené au dîner. Tu m'as présenté à tes amis. Tu m'as laissé m'asseoir à côté de toi. Ne prétends pas que j'ai forcé la porte. Marc entendit la phrase et pour la première fois vit que Chloé n'était pas juste une tentation extérieure. Elle était le reflet vulgaire de l'autorité qu'il exerçait lui-même. Le lendemain matin, Éléonore organisa un déjeuner d'urgence au domaine familial des Lefebvre à Saint-Cloud. Elle n'appela pas cela une réunion car les familles riches admettent rarement qu'elles se réunissent pour gérer des désastres émotionnels. Elles appellent cela déjeuner, café, une discussion, tout mot qui cache l'intention d'encercler quelqu'un avec des couverts en argent à la main. Isabelle reçut l'invitation via un groupe de discussion de sa belle-sœur. Un message soigneusement neutre. Maman pense qu'il vaut mieux que nous parlions tous avant que cela ne dégénère. Hélène conseilla la prudence, mais Isabelle décida d'y aller. Non pour Marc, non pour Éléonore, mais pour elle-même. Elle portait un tailleur pantalon léger, les cheveux tirés en un chignon bas, et ne portait qu'un dossier plus petit sans son alliance. Avant de quitter l'appartement temporaire où elle avait passé la nuit, elle regarda son doigt nu. Il y avait une marque pâle sur la peau, un cercle presque invisible qui la remua plus qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas l'absence de l'anneau. C'était la preuve que même ce qui fait mal laisse une forme quand ça reste trop longtemps. Elle toucha la marque une fois et murmura « Assez ». Puis elle descendit. Le domaine de Saint-Cloud ressemblait à toujours. Haute grille, jardins impeccables, marbre brillant, personnel silencieux, et une salle à manger où chaque arrangement floral semblait choisi pour empêcher les conversations honnêtes. Éléonore Lefebvre était assise en bout de table, élégante dans une robe bleu marine avec des perles discrètes et un regard jugeant. Marc se tenait près de la fenêtre, incertain s'il devait s'approcher. Chloé n'était pas à table, ce qu'Isabelle remarqua immédiatement. Dans cette famille, exclure quelqu'un était aussi une façon de parler. Le frère de Marc, Romain, faisait défiler son téléphone, l'air mal à l'aise. Sa belle-sœur, Laura, évitait le contact visuel. Éléonore ouvrit la conversation avant que les amuse-gueules ne soient servies. Isabelle, tu aurais pu venir nous voir avant d'impliquer des avocats. Isabelle s'assit lentement sur la chaise qu'un membre du personnel lui avait tirée. Ce n'était pas la chaise à côté de Marc. Pour la première fois, cela ne fit pas mal. Je suis venue vous voir pendant des années, Éléonore, mais quand je suis venue en tant qu'épouse, vous m'avez traitée de sensible. Quand je suis venue avec des documents, vous avez commencé à écouter. Éléonore serra sa serviette sur ses genoux. Surveille ton ton. Isabelle la regarda calmement. C'est exactement ce conseil qui m'a amenée ici. Marc fit un pas en avant. Mère, il vaut peut-être mieux que je lui parle d'abord. Éléonore leva la main, l'arrêtant. Son autorité était ancienne. Plus ancienne que le mariage, plus ancienne que la culpabilité. Non, cette situation affecte la famille. Isabelle sourit sans joie. C'est amusant. Quand j'étais humiliée, c'était un problème de couple. Quand je me protège, cela devient un problème de famille. Romain leva les yeux de son téléphone et Laura laissa échapper un souffle comme si quelqu'un avait enfin prononcé une phrase interdite. Éléonore maintint sa posture. Tu sais que Marc a des défauts, mais tu sais aussi qu'une femme intelligente ne détruit pas la réputation de son mari par fierté. Isabelle sentit quelque chose de froid monter dans sa poitrine. Pas de la colère, de la clarté. Une femme intelligente ne permet pas non plus que sa signature, son héritage et son silence soient utilisés pour soutenir une vie où elle est traitée comme une invitée indésirable. Marc ferma les yeux une seconde. Le déjeuner n'avait même pas commencé et il voulait déjà que tout le monde parte. Mais Isabelle ne leva pas la voix. C'était le pire. Chaque mot s'insérait parfaitement dans la pièce. Éléonore posa son verre d'eau avec précaution. Tu insinues que cette famille a profité de toi? Isabelle tourna son visage vers sa belle-mère.
Elle se souvint du premier Noël après le mariage, quand Éléonore avait complimenté sa robe seulement pour dire juste après que les femmes discrètes duraient plus longtemps dans les familles importantes. Elle se souvint de l'après-midi où elle avait essayé d'accompagner Marc à une réunion et avait entendu sa belle-mère dire « non ». Elle se souvint du jour où Chloé était apparue à un gala de charité, et Éléonore avait fait semblant de ne pas remarquer sa main sur le bras de Marc. « Je n'insinue pas », répondit-elle. « Je décris. » Le silence qui suivit rendit même l'argenterie bruyante. Marc s'approcha enfin. « Isabelle, j'ai fait des erreurs, mais tu transformes tout en une guerre. » Elle le regarda, et un instant, la tristesse perça son armure. « Non, Marc. Une guerre nécessite deux camps qui attaquent. J'ai passé des années à essayer de ne pas saigner devant les invités. » Il resta figé. Éléonore détourna le regard pour la première fois. La porte de la salle à manger s'ouvrit avant que quiconque ne puisse répondre, et Chloé entra sans prévenir, portant un petit sac de créateur et un sourire qui essayait d'avoir l'air innocent. « Désolée d'être en retard », dit-elle comme si elle avait été invitée. Le visage d'Éléonore se durcit d'une manière que même Marc remarqua. « Chloé, c'est un déjeuner de famille. » La jeune femme garda son sourire. « C'est exactement pourquoi j'ai pensé qu'il était important d'être ici. Après tout, on parle beaucoup de moi. » Isabelle ne montra aucune surprise. Hélène l'avait averti que les personnes effrayées avaient tendance à envahir les endroits où elles n'étaient pas rappelées. Marc murmura, « Chloé, pas maintenant. » Elle l'ignora, s'approchant de la table et se tenant derrière une chaise vide. Non pas assise, mais prenant de la place. « Je pense juste qu'il est injuste qu'Isabelle joue les victimes alors que tout le monde sait que ce mariage est terminé depuis longtemps. » Isabelle fixa la femme qui la veille était assise sur le siège avant comme quelqu'un recevant une couronne. « Terminé. » Oui. La différence, c'est que je l'ai respecté même en tant que cadavre. Toi, tu voulais y emménager. Romain toussa pour masquer une réaction. Laura baissa la tête. Chloé perdit son sourire une seconde. Marc tenta d'intervenir, mais Chloé était déjà trop blessée pour reculer. Tu parles de respect, mais tu préparais des documents derrière le dos de ton mari. Isabelle répondit. Derrière son dos? J'étais à l'arrière. Souviens-toi, c'était la place que vous aviez tous choisie pour moi. La phrase traversa la table avec précision. Éléonore regarda Marc et la honte apparut sur son visage comme une tache qu'il ne pouvait pas effacer. Chloé serra la sangle de son sac. Tu as toujours eu tout. Un nom, de l'argent, un statut. J'ai dû me battre pour me rapprocher de quelqu'un comme Marc. Isabelle inclina légèrement la tête. Donc ce que tu voulais n'était pas l'amour. C'était l'accès. Chloé rit maintenant sans aucune politesse. Comme si tu ne faisais pas tout ça pour l'argent. Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, Laura parla pour la première fois, doucement mais audiblement. Chloé, tu m'as demandé au dîner le mois dernier si les propriétés au nom d'Isabelle pouvaient être transférées après un divorce. La pièce se tut. Chloé se tourna lentement vers elle. J'ai demandé par curiosité. Laura déglutit difficilement mais ne recula pas. Tu as dit que Marc devait se libérer avant qu'elle ne ferme les portes. Marc regarda Chloé comme si cette phrase avait ouvert un tiroir sombre. Chloé devint rouge, puis pâle. Tu as mal compris. Romain posa son téléphone sur la table. J'ai aussi entendu des commentaires similaires. Je pensais que c'était une blague. Éléonore, qui jusque-là avait considéré Chloé comme un inconvénient gérable, commença à la voir comme une menace. Quel genre de commentaires? Chloé respira rapidement. Vous faites tous ça parce qu'elle est venue avec une avocate et des papiers. J'ai juste essayé de protéger Marc d'une femme qui prévoyait clairement de tout prendre. Isabelle sentit la tentation de détruire Chloé là, sur place. De lister chaque humiliation, chaque message, chaque invitation supprimée, chaque photo dont elle était coupée. Mais elle réalisa que la pièce attendait exactement cela, une explosion qui leur permettrait de la traiter de déséquilibrée, alors elle choisit autre chose. Elle ouvrit le dossier plus petit et en sortit une clé. Elle la plaça au centre de la table.
Ceci est la clé de votre maison sur la Côte d'Azur que Marc a utilisée l'été dernier sans me le dire. Ceci est la copie de la télécommande du garage du Penthouse. Et ceci est la carte d'accès à la suite où Chloé croyait dormir la nuit dernière. Marc se raidit. Chloé déglutit difficilement. Isabelle continua, je ne suis pas venue prendre quoi que ce soit. Je suis venue rendre ce que vous avez toujours traité comme si c'était le vôtre. Éléonore regarda les clés comme si elles étaient une insulte physique. Tu veux nous humilier? Isabelle secoua la tête. Non, je veux vous empêcher de continuer à m'utiliser tout en me traitant silencieusement d'inutile. Marc se frotta le visage. Je ne t'ai jamais traité d'inutile. Sa réponse fut rapide, mais triste. Tu n'as pas eu à le faire. Tu m'as gardé en dehors des décisions, en dehors des événements, en dehors du siège avant, en dehors de ta vie. Il y a des mots qui ne servent qu'à donner un son à ce qui a déjà été fait. Il tenta de soutenir son regard, mais ne put le faire longtemps. Chloé, désespérée de regagner du terrain, montra les clés du doigt. C'est du chantage émotionnel. Elle veut te faire culpabiliser. Isabelle rangea le dossier vide. La culpabilité est son affaire. Les conséquences sont mon affaire. Pour la première fois, Éléonore ne trouva pas de réponse immédiate. Romain regarda son frère avec un mélange de pitié et d'irritation. Laura sembla soulagée et effrayée. Le déjeuner ne fut jamais servi. La nourriture refroidissait quelque part dans la cuisine, attendant une normalité qui ne reviendrait pas. Marc suivit Isabelle dans le couloir lorsqu'elle se leva pour partir. Elle ne demanda pas la permission à sa mère de s'excuser. Elle ne regarda pas Chloé. Elle partit simplement. Le couloir de marbre tapissé d'anciennes photographies de la famille Lefebvre ressemblait à un musée d'hommes qui avait toujours été au centre des portraits. Isabelle marchait sans hâte et Marc ne la rattrapa que près du foyer. Isabelle. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas immédiatement. Je ne savais pas que tu te sentais comme ça. La phrase sortit faible et ils le savaient tous les deux. Quand elle le regarda enfin, il y avait une immense fatigue dans ses yeux. Tu ne savais pas parce que tu ne voulais pas savoir. J'ai laissé des notes. J'ai envoyé des emails. Je suis restée silencieuse au dîner. J'ai pleuré dans la salle de bain de ta mère. Je suis rentrée seule. J'ai attendu que tu demandes. Tu as appelé tout cela une phase. Marc pressa ses lèvres l'une contre l'autre. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Isabelle faillit rire, non par cruauté, mais par ironie. Même dans le regret, il voulait une instruction qu'il puisse exécuter et classer l'affaire. Rien qui puisse être réparé aujourd'hui. C'est la partie que tu ne supportes pas. Il fit un petit pas. Je peux couper Chloé de ma vie. Isabelle répondit. C'est le strict minimum, pas une réparation. La phrase le coupa plus profondément qu'un cri. Marc regarda en arrière et vit Chloé au loin, debout à l'entrée de la salle à manger, les regardant avec haine et peur. Il vit aussi sa mère, parfaitement immobile, calculant les dégâts. Pour la première fois, il comprit qu'il avait confondu le contrôle avec la force, l'obéissance avec l'amour, le silence avec la paix. Je ne voulais pas te perdre, dit-il. Et la confession sembla bien trop tardive pour être belle. Isabelle serra son sac à main contre son corps, non pas comme un bouclier, mais comme une frontière. Tu voulais me garder. Perdre est autre chose. Il n'eut pas de réponse. Dehors, son chauffeur, appelé par Hélène, attendait déjà à la grille. Isabelle se dirigea vers la sortie, mais avant de franchir la porte principale, elle se retourna une dernière fois. Hier, quand j'ai demandé à sortir de la voiture, tu pensais que c'était du drame. Aujourd'hui, quand je rends les clés, tu penses que c'est de la vengeance. Peut-être qu'un jour tu comprendras qu'il y a des femmes qui ne partent que lorsqu'elles ont déjà essayé de rester de toutes les manières possibles. Marc resta dans le foyer, entouré de portraits de famille, et pour la première fois, aucun d'eux ne sembla le protéger. Dans la voiture qui la ramenait à Paris, Isabelle s'assit à l'arrière par son propre choix. Cette différence faillit la faire pleurer. Il n'y avait pas de Chloé à l'avant. Il n'y avait pas de Marc dictant la destination.
Il n'y avait pas de voix lui disant d'arrêter de réagir de manière excessive. Le chauffeur demanda si elle voulait aller au bureau d'Hélène ou à l'appartement temporaire. Isabelle regarda par la fenêtre les rues bordées d'arbres de Saint-Cloud s'éloigner et pensa aux clés sur la table, au visage d'Éléonore, aux commentaires de Laura, au regard brisé dans les yeux de Marc. Au bureau, dit-elle, il y avait encore beaucoup à faire. Sur son téléphone portable, il y avait un nouveau message d'Hélène. L'enquête interne menée par Chloé a été confirmée. Nous avons le journal de bord. Isabelle ferma les yeux un instant. Le nœud se serra, non par surprise, mais par confirmation. Une partie d'elle avait souhaité se tromper sur tout le monde, mais avoir raison à ce moment-là était ce qui la maintenait en vie. De retour au manoir, Chloé tenta d'expliquer quelque chose que personne d'autre ne semblait vouloir entendre. Marc, seul dans le couloir, ouvrit son téléphone et regarda une vieille photo de lui et Isabelle sur la Côte d'Azur avant que tout ne pourrisse. Elle souriait à côté de lui, pas derrière lui, à côté de lui, et cela le détruisit plus que n'importe quel document. La confirmation concernant la recherche de Chloé arriva au bureau d'Hélène Duval peu après 16 heures, accompagnée des journaux de bord internes, des horodatages, de l'identité du visiteur et du nom de l'employé qui avait déverrouillé le bureau de Marc pendant quelques minutes. Ce n'était pas une preuve explosive, du genre qui ruinait quelqu'un avec des titres scandaleux. Pour Chloé, c'était pire. C'était une séquence discrète, organisée, bureaucratique, presque dénuée d'émotion, montrant qu'elle ne s'était pas contentée de s'asseoir sur le siège avant par vanité. Elle avait cherché des portes ouvertes. Hélène étala les copies sur la table tandis qu'Isabelle regardait chaque ligne sans toucher le papier. Cela ne prouve pas un crime en soi, dit l'avocate, prudente comme toujours, mais cela prouve une intention, une persistance et une contradiction avec sa version des faits. Isabelle hocha la tête. Je ne veux pas transformer cela en spectacle. Hélène leva les yeux. Tu as le droit de te défendre. Isabelle enroula ses doigts autour de la dragonne de son sac à main. Défense? Oui. Spectacle? Non. J'ai passé des années à être traitée comme une figurante. Je ne vais pas devenir l'attraction principale dans la saleté des autres. La décision était nette mais pas légère. Elle exigeait d'elle une force que personne n'applaudirait. Le lendemain matin, Marc convoqua une réunion d'urgence chez Lefebvre Développement. Officiellement, c'était pour examiner les impacts financiers et juridiques. En pratique, c'était une tentative désespérée de rassembler les morceaux avant que la suspicion n'infecte les investisseurs, la famille et le conseil d'administration. La principale salle de conférence de la Défense, avec sa longue table en bois foncé et ses murs de verre, semblait plus froide que d'habitude. Grégoire était déjà assis avec les rapports financiers. L'avocat de Marc feuilletait un dossier gris. Romain occupait une chaise latérale et Éléonore arriva vêtue de ton clair. Comme si l'élégance pouvait absoudre des années de manipulation. Chloé arriva aussi. Bien que personne n'ait confirmé si elle avait été invitée, elle entra avec des talons fermes, des cheveux impeccables, un sac de créateur et un sourire tendu. Marc la vit et ne cacha pas son malaise. Cette réunion n'est pas pour toi, répondit-elle d'une voix basse mais calculée. Si vous allez parler de moi, j'ai le droit d'être présente. Éléonore regarda son fils, puis la jeune femme, et pour la première fois, il n'y avait aucune condescendance sur son visage. Il y avait du calcul. Chloé, le remarquant, s'assit quand même. Elle croyait toujours que prendre de la place était la même chose qu'appartenir. Isabelle arriva 5 minutes plus tard, accompagnée d'Hélène. Elle ne portait pas d'armure de combat. Elle ne portait pas de rouge. Elle ne portait pas de bijoux exigeant de l'attention. Elle portait un tailleur pantalon simple et élégant de couleur ivoire et tenait un portefeuille beige, non pas le noir. Cette différence irrita Marc irrationnellement, car le dossier noir était déjà devenu le symbole de ce qu'il ne comprenait pas. Le beige semblait dire qu'il y avait plus, que l'histoire ne se terminait pas là où il le pensait. Quand Isabelle entra, certaines personnes se levèrent par politesse tardive. Elle salua la pièce d'un bref signe de tête et s'assit en face de Marc, non pas sur la chaise qu'il désignait, mais celle qu'elle choisit avant même qu'il ne parle. Le détail ne passa pas inaperçu. Grégoire baissa les yeux. Romain croisa les bras.
Chloé serra les lèvres. Marc se racla la gorge. Restons objectifs. Isabelle le regarda. Être objectif nous aurait épargné 5 ans. Hélène ouvrit le dossier. Nous sommes ici pour aligner 3 points. La séparation conjugale, l'utilisation des actifs privés et la cessation de l'accès non autorisé aux informations financières. Chloé laissa échapper un petit rire. Accès non autorisé. Comme c'est pratique. Hélène ne broncha pas. Pratique est un mot curieux, mademoiselle Roussel. Les journaux de bord montrent que votre badge visiteur a été utilisé pour rechercher des données immobilières et des garanties liées à Madame Dubois un jour où Monsieur Lefebvre était absent du bureau. Le silence fut immédiat. Chloé redressa sa posture. Je n'ai rien cherché. Peut-être que quelqu'un a utilisé mon badge. Grégoire prit une profonde inspiration. Les caméras de sécurité vous montrent entrant dans le bureau et y restant seul pendant 9 minutes. Marc tourna lentement son visage vers elle. Chloé essaya de soutenir son mensonge avec indignation. J'attendais Marc. J'ai joué avec la tablette du bureau sans savoir que c'était important. Isabelle parla pour la première fois sans élever la voix. Vous avez demandé à Laura si les propriétés à mon nom pouvaient être transférées après un divorce avant même de savoir que je demanderais le divorce. Chloé ouvrit la bouche, la ferma, puis attaqua. Parce que n'importe quelle femme aurait réalisé que vous prépariez quelque chose. Vous n'êtes pas une sainte. Isabelle acquiesça d'un léger signe de tête. Je ne le suis pas. Je suis juste la personne que vous avez sous-estimée parce que vous étiez trop occupée à essayer de prendre ma place. Marc passa sa main sur son front. Il n'y avait pas de défense propre à cela. L'avocat de Marc tenta de reprendre le contrôle, parlant d'éviter les accusations personnelles et de protéger l'image de l'entreprise. Hélène accepta froidement. Exactement. Pour cette raison, ma cliente a choisi de ne pas porter cette affaire à la presse. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Que voulez-vous dire par la presse ? La question révéla plus de peur qu'elle ne l'avait voulu. Isabelle la regarda et dans ce regard il n'y avait aucun plaisir. Vous êtes entré dans cette pièce en vous attendant à ce que je crie, que je pleure, que j'ai l'air folle. Je ne vous donnerai pas cela. Chloé rit, mais sa voix se brisa. Comme c'est généreux. Isabelle continua. Ce n'est pas de la générosité. C'est une limite. Je n'ai pas besoin de traîner mon nom dans la boue pour prouver que vous avez touché à ce que vous n'auriez pas dû. Éléonore, silencieuse jusque-là, intervint d'une voix plus basse que d'habitude. Et que veux-tu, Isabelle ? La question vint tard, mais elle vint. Isabelle se tourna vers sa belle-mère. Je veux le retrait immédiat de mon nom de toute opération de la famille Lefebvre. La confirmation écrite que mes actifs privés ne seront plus utilisés comme garantie pour la crédibilité de l'entreprise et le retour de tous les accès liés aux propriétés que je possède. Éléonore serra sa poignée. Cela affaiblit la famille. Isabelle répondit, non, cela révèle juste à quel point vous vous êtes appuyé sur quelqu'un dont vous prétendiez ne pas avoir besoin. La phrase traversa la pièce proprement. Grégoire ne discuta pas. Romain détourna le regard. Marc resta complètement immobile, et un instant Isabelle vit en lui non pas le mari arrogant, mais le garçon élevé à croire que perdre le contrôle était la même chose que mourir. Cette réalisation n'effaça pas les dégâts. Cela la rendit juste plus triste. Il parla enfin. Je ne savais pas que l'entreprise s'y fiait si lourdement. Grégoire répondit avant qu'Isabelle ne puisse. Cela s'appuyait sur la confiance générée par la stabilité du mariage et les garanties indirectes. Ce n'était pas une dépendance opérationnelle, mais réputationnelle. Et la réputation. Marc s'effondre aussi. Marc serra le poing sur la table. Chloé murmura. Donc elle détruit tout par vengeance. Isabelle se tourna vers elle. Je retire juste mon corps de dessous la maison avant qu'elle ne s'effondre sur moi. Hélène glissa un document en avant. Voici la proposition formelle. Il n'y a pas d'abus de demande. Il n'y a pas d'exposition publique. Il n'y a pas de tentative de prise de contrôle de l'entreprise. Juste une séparation des responsabilités. L'avocat de Marc le lut.
Et son silence fut plus éclairant que toute protestation. Il n'y avait pas d'excès juridique là, juste de la précision. Chloé réalisa qu'elle perdait le contrôle du récit et fit ce qu'elle avait toujours fait lorsque sa beauté, son charme et sa fausse fragilité échouaient. Elle tenta de jouer la victime. Elle se leva, les yeux brillants d'une colère contenue. C'est très facile pour vous tous de me juger. Vous êtes tous nés avec des noms de famille, de l'argent, une protection. J'ai dû apprendre à survivre. Marc est venu me voir parce qu'il était malheureux. Il a dit qu'il était seul dans ce mariage, qu'Isabelle était froide, qu'elle ne se souciait pas de lui. Marc ferma les yeux de honte. Isabelle resta assise. Chloé la montra du doigt. Vous pensez avoir souffert parce que vous vous êtes assise sur le siège arrière une nuit? J'ai passé toute ma vie à l'extérieur de portes que des gens comme vous gardaient fermées. La pièce se tut. Pour la première fois, la vraie douleur de Chloé transparaissait à travers son ambition, mais la vraie douleur n'absout pas les dommages choisis. Isabelle respira lentement. Je crois que tu as été laissée dehors de nombreuses fois, mais tu n'as pas essayé d'ouvrir ta propre porte. Tu as essayé de me pousser hors de la mienne. Chloé eut l'air d'avoir été giflée, bien que personne ne l'ait touchée. C'était pire que toute humiliation publique. Marc se leva, non pas pour défendre Chloé, mais parce qu'il ne pouvait plus supporter de rester assis face aux conséquences. Assez, dit-il. Chloé se tourna vers lui désespérément. Tu vas la laisser me détruire. Il la fixa avec une tristesse amère. Tu as aidé à détruire ce que je détruisais déjà. Elle fit un pas en arrière. Tu m'as promis une vie. Marc regarda Isabelle une seconde, puis détourna le regard. J'ai promis des choses à beaucoup de gens en me mentant à moi-même. Éléonore se raidit en entendant son fils exposer sa faiblesse devant tout le monde. Marc. Il ignora sa mère. Chloé, tu n'auras plus accès à l'entreprise, aux pantouses, aux événements familiaux, ni à aucune information me concernant. Chloé laissa échapper un rire incrédule. Alors c'est ça. Elle a signé des papiers et tu me jettes. Isabelle sentit la phrase toucher une ironie cruelle. Chloé goûtait maintenant le même mécanisme qu'elle avait contribué à alimenter. Marc retirant quelqu'un de la scène parce que sa présence menaçait maintenant son ordre. La différence était qu'Isabelle ne ressentait aucun triomphe. Elle ressentait seulement la confirmation que cet homme devait encore apprendre à ne pas traiter les gens comme des pièces d'échecs. Hélène reprit la réunion avant que la scène ne se transforme exactement en le spectacle qu'Isabelle refusait. Les mesures proposées peuvent être signées aujourd'hui ou examinées, mais les gels sont déjà en vigueur. L'avocat de Marc murmura qu'il devrait revoir quelques points. Grégoire déclara que financièrement, il était préférable d'accepter immédiatement la séparation des responsabilités pour contenir les risques. Romain acquiesça, surprenant sa mère. C'est le strict minimum. Nous ne pouvons pas continuer à utiliser son nom en prétendant qu'elle est le problème. Éléonore lança un regard cinglant à son plus jeune fils, mais ne trouva aucun soutien. Pour la première fois, la matriarche réalisa que son autorité ne couvrait plus tous les trous. Marc prit son stylo. Ses mains étaient fermes, mais son visage ne l'était pas. Avant de signer, il regarda Isabelle. C'est la fin. Elle soutint son regard. C'est la fin de toi qui décide pour moi. Il hocha la tête lentement, comme si chaque mot lui coûtait. Il signa la première page, puis la seconde, puis la troisième. Le son du stylo sur le papier semblait trop petit pour tant de naufrages, mais Isabelle savait que les grandes prisons se démantèlent aussi avec des bruits discrets. Chloé partit avant la fin officielle. Elle ne s'excusa pas. La porte claqua assez fort pour faire tressaillir Éléonore d'irritation, non de pitié. Marc ne la suivit pas. Ce fut le premier geste concret, minimal, insuffisant, et pourtant réel qu'Isabelle vit de lui. Mais elle ne le confondit pas avec la rédemption. La rédemption n'était pas de laisser une maîtresse sortir d'une pièce. La rédemption serait de vivre après sans avoir besoin de placer quelqu'un d'autre à une place inférieure pour se sentir en contrôle. Lorsque la réunion se termina, Grégoire rassembla soigneusement les documents, et Hélène emballa les copies signées. Éléonore s'approcha d'Isabelle près de la fenêtre.
Pendant quelques secondes, les deux femmes regardèrent la ville sans se regarder. Tu as toujours été plus forte que tu n'y paraissais, dit la belle-mère. Isabelle répondit, non, j'ai juste cessé de m'adoucir pour m'adapter. Éléonore ne s'excusa pas. Peut-être ne savait-elle pas encore comment. Elle dit seulement, la famille survivra. Isabelle la regarda. Moi aussi. C'est la partie que vous avez tous omis de calculer. La matriarche reçut la phrase en silence, et dans ce silence, il y avait plus de respect que dans tous leurs brunchs dominicaux précédents réunis. Marc attendit que tout le monde soit parti avant de s'approcher. La pièce, maintenant presque vide, semblait plus grande. Isabelle rangeait son stylo dans son sac à main lorsqu'il s'arrêta à 2 pas, gardant ses distances comme quelqu'un qui avait appris une nouvelle règle. Trop tard. J'ai lu les emails, dit-il. Elle ne répondit pas immédiatement, il continua. Les rapports que tu as envoyés, les messages sur les actifs, même les invitations où tu demandais si tu devais venir avec moi. J'ai tout trouvé. Isabelle ferma la fermeture éclair de son sac à main, et il déglutit difficilement. Je voulais dire que je ne les avais pas vus, mais je les ai vus. Je ne les ai juste pas considérés importants. Son honnêteté arriva sans beauté, dure et tardive. Isabelle sentit ses yeux brûler, mais ne laissa pas les larmes décider pour elle. Merci de ne pas transformer ta culpabilité en excuse. Il eut l'air abattu. Je ne sais pas comment réparer ça. Elle regarda la ville derrière lui. Peut-être commencer par accepter que certaines choses ne peuvent pas être réparées pour redevenir comme avant. Certaines sont reconnues pour ne jamais se répéter. Marc sembla plus petit, non pas humilié, mais humain. Tu me détestes ? La question était presque enfantine. Isabelle prit une profonde inspiration. Non, mais je ne te fais plus confiance, et aujourd'hui cela compte plus. La phrase plana entre eux avec le poids exact de la vérité. Marc voulait demander une chance, demander du temps, lui demander de voir l'homme repentant qui commençait à faire surface sous les ruines du mari arrogant. Mais pour la première fois, il comprit que demander pouvait aussi être une forme de pression. Alors il ne demanda pas. Il dit simplement, je vais retirer Chloé de l'entreprise et tout revoir avec Grégoire. Sans utiliser ton nom, sans ta signature, sans ton ombre. Isabelle l'observa, cherchant la vieille ruse, la promesse facile, le geste théâtral. Elle ne la trouva pas. Elle trouva de l'épuisement, peut-être de la honte, peut-être un début. Fais-le parce que c'est juste, pas parce que tu veux que je revienne. Il baissa les yeux. Je ne sais pas encore séparer l'un de l'autre. La réponse sincère blessa moins que les anciens mensonges. Isabelle se dirigea vers la porte. Avant de partir, elle s'arrêta et dit, « Alors apprends-le loin de moi. » Marc ne la retint pas. La porte se referma lentement, et cette absence choisie par elle avait plus d'autorité que tout ordre qu'il n'avait jamais donné. Dans le couloir, Hélène attendait avec les documents sous le bras. « Tu as été plus généreuse que la plupart ne le seraient, dit-elle. Isabelle secoua la tête. Ne confonds pas les limites avec la générosité. Je ne voulais juste pas porter leurs déchets avec moi. Elles montèrent ensemble dans l'ascenseur. Alors que les portes commençaient à se fermer, Isabelle vit Marc à travers la paroi vitrée du bureau, debout devant la table, entouré de papiers signés et de chaises vides. Elle ne ressentit pas de victoire. Elle ressentit du chagrin, mais c'était un chagrin qui dégageait un chemin. Au rez-de-chaussée, son chauffeur l'attendait. Cette fois, elle n'alla pas s'asseoir à l'arrière. Elle se dirigea vers la portière passager avant, s'arrêta un instant, puis sourit faiblement à elle-même, et contourna la voiture jusqu'au côté conducteur. L'homme eut l'air confus. « Vous voulez conduire, madame ?» Elle tendit la main. « Oui. » Il lui remit les clés sans discuter. Isabelle monta, ajusta le siège, le rétroviseur, et posa ses mains sur le volant. L'avenue des Ternes était bondée, lente, pleine de klaxons et de précipitations. Même ainsi, lorsqu'elle démarra le moteur, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas le contrôle sur tout. C'était la direction, et cela suffisait. Cette nuit-là,
Chloé envoya un dernier message à Marc. Tu vas regretter d'avoir choisi une femme qui t'a détruit. Il le lut, assis seul dans l'appartement de l'hôtel sans répondre. Puis il supprima son contact, non pas comme un geste héroïque, mais comme quelqu'un qui fermait enfin une fenêtre par laquelle il avait lui-même laissé entrer la tempête. Puis il rouvrit les vieux emails d'Isabelle. Il y en avait un d'il y a 3 ans avec l'objet « à propos de nous ». Il n'avait jamais répondu. Il le lut maintenant. Il n'y avait aucune accusation. C'était une demande. Marc, je ne veux pas gagner des disputes. Je veux sentir qu'il y a encore une place pour moi à tes côtés. Il couvrit son visage de ses mains. Et cette fois, le regret ne vint pas avec de la colère envers elle. Il vint pur, humiliant et mérité. De l'autre côté de la ville, Isabelle se gara devant une petite location à court terme dans le Marais. Elle monta seule, enleva ses chaussures et laissa les clés sur la table. Avant de dormir, elle reçut une confirmation d'Hélène. Tous les gels essentiels étaient actifs, les documents signés, les risques contenus. Isabelle regarda par la fenêtre la skyline de Paris illuminée et respira. Pour la première fois, la ville ne lui semblait pas un endroit où elle avait été abandonnée. Elle lui semblait une route ouverte. La première semaine après la signature, Isabelle apprit que recommencer ne signifiait pas effacer Marc, Chloé ou la famille Lefebvre de sa mémoire. Cela signifiait se souvenir sans saigner à nouveau de la même blessure. Son cabinet de conseil, Horizon Clair, avait grandi plus qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas une entreprise gigantesque, ni elle n'occupait un étage entier à la Défense, mais elle avait quelque chose qu'aucun des salons de la famille Lefebvre n'avait jamais eu. Des femmes qui entraient avec la peur et sortaient les épaules légèrement moins courbées. Isabelle aidait des épouses, des veuves, des filles d'hommes d'affaires, de petites entrepreneurs, et même des femmes de famille traditionnelles qui pendant des années avaient signé des documents sans comprendre ce qu'elles donnaient. Chaque fois que l'une d'elles disait « Je me sens invisible », Isabelle prenait une profonde inspiration parce qu'elle connaissait ce mot de l'intérieur. Ce matin-là, elle fut invitée à donner une conférence dans un petit auditorium de Paris. Le thème était simple mais puissant, autonomie, dignité et choix dans les relations. Hélène Duval était au premier rang, fière comme quelqu'un qui regarde une blessure se transformer en outil. Laura apparut aussi discrètement, apportant des fleurs blanches et des excuses qui ne vinrent pas comme un discours, mais sous forme de cadeaux. Isabelle monta sur scène sans robe flashy, sans bijoux exagérés, sans chercher à avoir l'air invincible. Elle portait un tailleur pantalon léger et ne tenait que quelques feuilles de notes. Quand elle regarda le public, elle vit beaucoup de femmes en silence. Certaines avaient les yeux fatigués, d'autres serraient leur sac à main. Isabelle reconnut ce geste. C'était le geste de quelqu'un qui portait encore des documents, des peurs et des excuses, tout dans le même espace. Elle commença sans drame. Pendant longtemps, j'ai pensé que l'amour était de rester. Puis j'ai découvert que parfois, l'amour-propre, c'est de savoir partir. L'auditorium se tut. Ce n'était pas un silence vide. C'était un silence attentif, plein d'histoires non racontées. Isabelle continua, beaucoup de gens pensent qu'une humiliation doit être massive pour justifier une rupture. Mais parfois l'âme ne se brise pas dans un scandale. Elle s'use dans de petites scènes. Une chaise qui n'est jamais offerte, une réunion dont vous êtes exclu, une blague que tout le monde fait semblant de ne pas entendre, un siège arrière où l'on vous dit de vous asseoir, comme si votre place était toujours une après-pensée. Elle s'arrêta un instant parce que sa propre voix faillit se briser. Mais elle ne se brisa pas. La nuit où j'ai demandé à sortir de la voiture, je ne fuyais pas. Je revenais à moi-même. Au fond de l'auditorium, Marc écoutait sans bouger. Il n'avait dit à personne qu'il venait. Il avait acheté le billet sous un autre nom, s'était assis au tout dernier rang et s'était promis de ne pas s'approcher si sa présence la dérangeait. Il n'était pas là pour être pardonné. Il était là pour témoigner, peut-être pour la première fois, sans chercher à être le centre d'attention. Quand Isabelle parla du siège arrière, Marc sentit la honte lui transpercer la poitrine comme quelque chose de mérité mais différent d'avant. Il ne transforma pas la honte en colère. Il baissa juste les yeux et l'accepta. À côté de lui, une femme âgée notait des citations dans un carnet. Au premier rang, une jeune femme essuyait des larmes discrètes.
Marc comprit tardivement que la douleur d'Isabelle n'avait jamais été petite. Ce qui était petit, c'était sa perspective. Après la conférence, quelques femmes s'approchèrent d'Isabelle. L'une d'elles, dans une robe bleue et d'une voix tremblante, dit « Mon mari décide de tout parce qu'il dit que je ne comprends rien à l'argent. » Isabelle lui tint les mains avec précaution. Alors la première étape n'est pas de se battre. C'est d'apprendre. La connaissance vous rend votre voix avant même de vous rendre votre courage. Une autre femme demanda si partir était toujours la solution. Isabelle répondit honnêtement, non, chaque histoire a son chemin, mais rester ne peut jamais signifier disparaître. Hélène, écoutant à proximité, sourit avec une émotion contenue. C'était la différence entre la vengeance et la transformation. La vengeance aurait pris fin avec la chute de Marc. La transformation commençait là. Quand l'histoire d'Isabelle cessa d'être juste une blessure et devint un pont pour d'autres femmes. Quand l'auditorium se vida, Marc resta près de la sortie. Isabelle le vit. Elle ne sursauta pas. Elle ne se durcit pas. Elle ne sourit pas comme avant. Elle se dirigea simplement vers lui avec sérénité. « Tu es venu, dit-elle. » Marc garda ses mains devant lui sans essayer de la toucher. « Je suis venu écouter. Je ne suis pas venu demander quoi que ce soit. » Elle acquiesça. « Et qu'as-tu entendu ?» Il prit une profonde inspiration. « Que j'ai passé des années à appeler « réaction excessive » tout ce qui te détruisait. » Isabelle soutint son regard. Il y avait de la douleur, mais pas de dépendance. Il y avait du souvenir, mais pas de prison. Marc continua, « J'ai aussi entendu que tu as transformé le pire jour de ta vie en quelque chose qui aide d'autres personnes. Je n'aurais jamais eu ce genre de grandeur. » Isabelle répondit, « Vas-y doucement. La grandeur ne n'est pas prête. Parfois, elle apparaît quand on refuse de rester petit dans l'histoire de quelqu'un d'autre. » Ils restèrent silencieux quelques secondes. Dehors, les rues de Paris continuaient de bouger. Bondées, vivantes, impatientes. Marc regarda la rue, puis elle. « Tu me manques encore. » Isabelle ne détourna pas le regard. « Je sais. » Il faillit sourire, un sourire triste. « Mais je ne vais pas utiliser ça pour te retenir. » Pour la première fois, elle vit en lui une forme de respect qui n'avait pas besoin d'être annoncée. « C'est bien, Marc. » Il hocha la tête. « J'apprends tard. » Isabelle ramassa son sac à main sur une table. « Apprendre tard, c'est toujours mieux que de continuer à prétendre qu'il n'y a pas de leçon. » Ils marchèrent ensemble vers la sortie, mais pas comme un couple. Comme deux personnes qui avaient partagé un amour, une ruine et une conséquence. Sur le trottoir, Marc demanda si elle voulait qu'il lui appelle une voiture. Isabelle leva ses propres clés. « Je suis venue en voiture. » Il sourit faiblement. « Bien sûr que oui. » Elle déverrouilla la voiture, posa son sac sur le siège passager et s'arrêta avant d'entrer. Un instant, ils regardèrent tous les deux ce siège vide. Ni l'un ni l'autre ne dit rien, mais ils comprirent tous les deux. Cette place n'était plus un trophée, une dispute ou un symbole d'humiliation. C'était juste une place. La valeur d'Isabelle n'y était jamais liée. Marc fit un pas en arrière. « Bonne nuit, Isabelle. » Elle répondit, « Bonne nuit, Marc. » Puis elle monta dans la voiture, ajusta le rétroviseur et démarra le moteur. Elle ne regarda pas en arrière immédiatement, non par fierté, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de confirmer s'il la regardait. Pour la première fois depuis de nombreuses années, être vue cessa d'être une nécessité urgente. Alors qu'elle conduisait à travers Paris, Isabelle sentit la ville défiler en lumière, bruit et mouvement. La vie n'était pas parfaite. Il y avait des jours difficiles, des souvenirs inattendus, des papiers à régler, des nuits où la solitude frappait plus fort. Mais maintenant, elle savait une chose que personne ne pouvait lui enlever. Sortir du siège arrière ne signifiait pas vaincre quelqu'un. Cela signifiait ne plus s'abandonner soi-même. À un feu rouge, elle reçut un message d'Hélène. « Tu as été brillante aujourd'hui. » Isabelle sourit et répondit, « J'ai été honnête. Aujourd'hui, ça suffit. » Quand le feu passa au vert, elle avança.
Non pas en tant qu'épouse de quelqu'un, non pas en tant qu'ex-femme de quelqu'un, non pas en tant que femme humiliée qui a fait un retour pour prouver sa valeur. Juste en tant qu'Isabelle, entière, imparfaite, libre et enfin aux commandes de sa propre direction. 6 mois après le divorce, Isabelle apprit que recommencer ne signifiait pas effacer Marc, Chloé ou la famille Lefebvre de sa mémoire. Cela signifiait se souvenir sans saigner à nouveau de la même blessure. Le cabinet de conseil, Horizon Clair, avait grandi plus qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas une entreprise gigantesque, ni elle n'occupait un étage entier à la Défense, mais elle avait quelque chose qu'aucun des salons de la famille Lefebvre n'avait jamais eu. Des femmes qui entraient avec la peur et sortaient les épaules légèrement moins courbées. Isabelle aidait des épouses, des veuves, des filles d'hommes d'affaires, de petites entrepreneurs, et même des femmes de famille traditionnelles qui pendant des années avaient signé des documents sans comprendre ce qu'elles donnaient. Chaque fois que l'une d'elles disait « Je me sens invisible », Isabelle prenait une profonde inspiration parce qu'elle connaissait ce mot de l'intérieur. Ce matin-là, elle fut invitée à donner une conférence dans un petit auditorium de Paris. Le thème était simple mais puissant, autonomie, dignité et choix dans les relations. Hélène Duval était au premier rang, fière comme quelqu'un qui regarde une blessure se transformer en outil. Laura apparut aussi discrètement, apportant des fleurs blanches et des excuses qui ne vinrent pas comme un discours, mais sous forme de cadeaux. Isabelle monta sur scène sans robe flashy, sans bijoux exagérés, sans chercher à avoir l'air invincible. Elle portait un tailleur pantalon léger et ne tenait que quelques feuilles de notes. Quand elle regarda le public, elle vit beaucoup de femmes en silence. Certaines avaient les yeux fatigués, d'autres serraient leur sac à main. Isabelle reconnut ce geste. C'était le geste de quelqu'un qui portait encore des documents, des peurs et des excuses, tout dans le même espace. Elle commença sans drame. Pendant longtemps, j'ai pensé que l'amour était de rester. Puis j'ai découvert que parfois, l'amour-propre, c'est de savoir partir. L'auditorium se tut. Ce n'était pas un silence vide. C'était un silence attentif, plein d'histoires non racontées. Isabelle continua, beaucoup de gens pensent qu'une humiliation doit être massive pour justifier une rupture. Mais parfois l'âme ne se brise pas dans un scandale. Elle s'use dans de petites scènes. Une chaise qui n'est jamais offerte, une réunion dont vous êtes exclu, une blague que tout le monde fait semblant de ne pas entendre, un siège arrière où l'on vous dit de vous asseoir, comme si votre place était toujours une après-pensée. Elle s'arrêta un instant parce que sa propre voix faillit se briser. Mais elle ne se brisa pas. La nuit où j'ai demandé à sortir de la voiture, je ne fuyais pas. Je revenais à moi-même. Au fond de l'auditorium, Marc écoutait sans bouger. Il n'avait dit à personne qu'il venait. Il avait acheté le billet sous un autre nom, s'était assis au tout dernier rang et s'était promis de ne pas s'approcher si sa présence la dérangeait. Il n'était pas là pour être pardonné. Il était là pour témoigner, peut-être pour la première fois, sans chercher à être le centre d'attention. Quand Isabelle parla du siège arrière, Marc sentit la honte lui transpercer la poitrine comme quelque chose de mérité mais différent d'avant. Il ne transforma pas la honte en colère. Il baissa juste les yeux et l'accepta. À côté de lui, une femme âgée notait des citations dans un carnet. Au premier rang, une jeune femme essuyait des larmes discrètes. Marc comprit tardivement que la douleur d'Isabelle n'avait jamais été petite. Ce qui était petit, c'était sa perspective. Après la conférence, quelques femmes s'approchèrent d'Isabelle. L'une d'elles, dans une robe bleue et d'une voix tremblante, dit « Mon mari décide de tout parce qu'il dit que je ne comprends rien à l'argent. » Isabelle lui tint les mains avec précaution. Alors la première étape n'est pas de se battre. C'est d'apprendre. La connaissance vous rend votre voix avant même de vous rendre votre courage. Une autre femme demanda si partir était toujours la solution. Isabelle répondit honnêtement, non, chaque histoire a son chemin, mais rester ne peut jamais signifier disparaître. Hélène, écoutant à proximité, sourit avec une émotion contenue. C'était la différence entre la vengeance et la transformation. La vengeance aurait pris fin avec la chute de Marc. La transformation commençait là. Quand l'histoire d'Isabelle cessa d'être juste une blessure et devint un pont pour d'autres femmes. Quand l'auditorium se vida, Marc resta près de la sortie. Isabelle le vit. Elle ne sursauta pas.
Elle ne se durcit pas. Elle ne sourit pas comme avant. Elle se dirigea simplement vers lui avec sérénité. Tu es venu, dit-elle. Marc garda ses mains devant lui sans essayer de la toucher. Je suis venu écouter. Je ne suis pas venu demander quoi que ce soit. Elle acquiesça. Et qu'as-tu entendu? Il prit une profonde inspiration. Que j'ai passé des années à appeler « réaction excessive » tout ce qui te détruisait. Isabelle soutint son regard. Il y avait de la douleur là, mais pas de dépendance. Il y avait du souvenir, mais pas de prison. Marc continua, j'ai aussi entendu que tu as transformé le pire jour de ta vie en quelque chose qui aide d'autres personnes. Je n'aurais jamais eu ce genre de grandeur. Isabelle répondit, vas-y doucement. La grandeur ne n'est pas prête. Parfois, elle apparaît quand on refuse de rester petit dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Ils restèrent silencieux quelques secondes. Dehors, les rues de Paris continuaient de bouger. Bondées, vivantes, impatientes. Marc regarda la rue, puis elle. Tu me manques encore. Isabelle ne détourna pas le regard. Je sais. Il faillit sourire, un sourire triste. Mais je ne vais pas utiliser ça pour te retenir. Pour la première fois, elle vit en lui une forme de respect qui n'avait pas besoin d'être annoncée. C'est bien, Marc. Il hocha la tête. J'apprends tard. Isabelle ramassa son sac à main sur une table. Apprendre tard, c'est toujours mieux que de continuer à prétendre qu'il n'y a pas de leçon. Ils marchèrent ensemble vers la sortie, mais pas comme un couple. Comme deux personnes qui avaient partagé un amour, une ruine et une conséquence. Sur le trottoir, Marc demanda si elle voulait qu'il lui appelle une voiture. Isabelle leva ses propres clés. Je suis venue en voiture. Il sourit faiblement. Bien sûr que oui. Elle déverrouilla la voiture, posa son sac sur le siège passager et s'arrêta avant d'entrer. Pour un moment, ils regardèrent tous les deux ce siège vide. Ni l'un ni l'autre ne dit rien, mais ils comprirent tous les deux. Cette place n'était plus un trophée, une dispute ou un symbole d'humiliation. C'était juste une place. La valeur d'Isabelle n'y était jamais liée. Marc fit un pas en arrière. Bonne nuit, Isabelle. Elle répondit, bonne nuit, Marc. Puis elle monta dans la voiture, ajusta le rétroviseur et démarra le moteur. Elle ne regarda pas en arrière immédiatement, non par fierté, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de confirmer s'il la regardait. Pour la première fois depuis de nombreuses années, être vue cessa d'être une nécessité urgente. Alors qu'elle conduisait à travers Paris, Isabelle sentit la ville défiler en lumière, bruit et mouvement. La vie n'était pas parfaite. Il y avait des jours difficiles, des souvenirs inattendus, des papiers à régler, des nuits où la solitude frappait plus fort. Mais maintenant, elle savait une chose que personne ne pouvait lui enlever. Sortir du siège arrière ne signifiait pas vaincre quelqu'un. Cela signifiait ne plus s'abandonner soi-même. À un feu rouge, elle reçut un message d'Hélène. Tu as été brillante aujourd'hui. Isabelle sourit et répondit, j'ai été honnête. Aujourd'hui, ça suffit. Quand le feu passa au vert, elle avança. Non pas en tant qu'épouse de quelqu'un, non pas en tant qu'ex-femme de quelqu'un, non pas en tant que femme humiliée qui a fait un retour pour prouver sa valeur. Juste en tant qu'Isabelle, entière, imparfaite, libre et enfin aux commandes de sa propre direction.